Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler des douleurs articulaires, et des manières de les soulager naturellement, et de façon holistique, c'est-à-dire en prenant en compte tous les facteurs causant ou influençant la perte de mobilité articulaire. Cette vidéo est extraite d'un programme de détox articulaire écrit par mes soins. Plus d'infos dans la description. Je vais y aborder tous les aspects des déséquilibres, puis de la manière de les corriger, afin de mieux comprendre les causes de vos douleurs et comment les soulager. Le tout, bien sûr, entièrement au naturel. Si vous vous sentez prêt, allons-y. Une douleur aux articulations peut avoir de multiples facteurs, agissant indépendamment les uns des autres ou conjointement. Il est important de bien les connaître pour mieux savoir comment les soigner par la suite. Le premier de ces facteurs est bien entendu l'usure liée à l'âge. À force de gestes répétitifs et au fil du temps, les cartilages s'abîment et se fragilisent. C'est un fait. Cette usure ira d'autant plus vite si vous faites d'ores et déjà l'objet de carences en vitamine A et D, d'un manque d'activité physique et ou d'une hygiène de vie peu qualitative. Deuxième facteur, les cicatrices d'accidents de la vie. Les accidents mal soignés ou mal cicatrisés, tels que fractures, déchirures musculaires ou entorses, laissent des traces, et se rappellent à nous un jour ou l'autre, sous forme de fragilité et de douleur, à l'endroit de ces blessures. Un possible trop-plein d'œstrogènes, fortement déminéralisant et prédisposant aux troubles de ce genre, peut par ailleurs s'y ajouter. Seul un bilan hormonal complet permettra d'attester de ce fait, auquel cas il serait bon de procéder à une détox hormonale avant d'envisager de prendre soin de ses articulations. Cette mesure ne concerne d'ailleurs pas que les femmes. Il s'avère que les hommes, principalement en raison d'une alimentation trop riche en phytoœstrogènes, sont également sujets de nos jours au surplus hormonal. L'Ayurveda nous enseigne qu'un déséquilibre au niveau d'un sous-dosha de kapha, le Shleshaka kapha, occasionne un dessèchement articulaire, raideur et inflammation, ainsi qu'une insuffisance de liquide synovial. Une expertise et un bilan de vitalité complet auprès de votre naturopathe ou d'un praticien en Ayurveda le confirmera. Mais ce ne sont là que des facteurs secondaires, si l'on peut dire. Les deux principaux pourvoyeurs de faiblesse articulaire sont en réalité l'acidose tissulaire et la surcharge cristalloïdale. Un mot sur l'acidose. Ce phénomène qualifie une élévation du taux d'acidité général de l'organisme, au niveau des sucs gastriques, des liquides intra- et extracellulaires, des matières issues de la digestion des protéines, du pH de la peau, etc. En temps normal, cet excès d'acidité est évacué par les voies naturelles et les organes émonctoires, peau, poumons, reins, foie et intestins, puis par le système tampon du corps humain, qui puise dans nos réserves minérales pour contrer les attaques de cette acidité excessive et maintenir l'homéostasie du corps. Cette réserve minérale se situe au niveau des os, des dents, des ongles et des cheveux. C'est en partie la raison pour laquelle ces tissus se dégradent rapidement lorsque commencent à apparaître les troubles articulaires. Lorsque ce système tampon est saturé et qu'il n'y a plus de réserve minérale, l'acidose prend le dessus et attaque les autres tissus, et de façon agressive, puisqu'il n'y a plus aucune barrière pour lui faire obstacle. Elle tire d'ailleurs son nom de cela. On parle d'acidose tissulaire. Elle ronge alors l'organisme de façon insidieuse, peu à peu, à bas bruit, car la toxicité acide se cumule, se stocke et provoque une corrosion accélérée des tissus. Cet excès d'acidité a 3 conséquences majeures sur la santé. Il provoque une fuite de minéraux essentiels tels que le calcium, le phosphore, le magnésium et le potassium. Il est directement impliqué dans le processus inflammatoire, à l'origine de toutes les maladies finissant en ite, tendinite, névrite, arthrite, cellulite. Ce terrain inflammatoire fait le lit de nombreuses infections bactériennes localisées, telles que sinusite, bronchite ou rhinite, qui finissent par devenir chroniques. Un terrain inflammatoire permanent favorise malheureusement parfois le développement de certains cancers. Et enfin, l'acidose est responsable de la formation de sels cristallisés, que l'on nomme en naturopathie
surcharge cristalloïdale. Ces cristaux sont un peu comme des grains de sable qui viendraient se glisser dans un rouage. Ils grippent la machine articulaire et occasionnent des inflammations à ce niveau. Ces surcharges sont en outre à l'origine de calculs rénaux, biliaires ou même salivaires. En ce qui concerne l'appareil locomoteur à proprement parler, les signes flagrants d'un trop-plein d'acidité dans le corps sont des crampes, des spasmes musculaires, une tendance marquée pour les fractures, foulures, entorses et courbatures, les rhumatismes, l'arthrose, l'ostéoporose, la hernie discale, le mal de dos chronique, des veines fragiles, les dents sensibles au chaud et au froid, et une fatigue physique et psychique constante, avec difficulté à soutenir les efforts de trop longue durée. En la laissant gagner du terrain, si rien n'est fait à temps, tôt ou tard l'acidose sera mise en cause dans l'apparition de problèmes articulaires prononcés. Mais ce n'est pas tout. À cause de cette acidité, notre corps et notre apparence changent sensiblement. Des rides se creusent prématurément sur notre visage, et toutes les crèmes du monde semblent ne rien pouvoir y faire. Les gencives se rétractent et génèrent des saignements, des parodonties, voire un début de déchaussement dentaire. Les cheveux blanchissent de plus en plus, les ongles deviennent cassants, etc. L'impact de l'acidose tissulaire est énorme, et non contente de dégrader peu à peu notre santé physique, elle joue aussi, de manière très subtile, sur notre psychisme. Il est en effet fréquent de constater que l'acidose modifie énormément de choses, et fait grandir en nous un certain sentiment d'insécurité et de difficulté dans nos réseaux familiaux ou amicaux. Nous avons la sensation permanente de ne pas être totalement en paix avec les autres, ni très épanouis, disons-le, comme si quelque chose pesait sur notre conscience ou notre cœur et nous laissait insatisfaits. La personne très atteinte par l'acidose tissulaire se tient en général voûtée. Cela se voit, avec du mal à se mouvoir et l'impression d'être rouillée, parce que quelque chose coince dans sa vie et l'empêche d'aller de l'avant. En découle une tristesse profonde, causée par la pauvreté de ses relations sociales, et la pousse peu à peu à l'isolement, au repli sur soi, sans la débarrasser toutefois de ce sentiment de devoir traîner au pied un boulet symbolique. De façon générale, cette manifestation psychosomatique atteint les personnalités dociles, pleines d'abnégation, assez timides, et qui donnent davantage qu'elles ne reçoivent. Mais elles ont tendance à vouloir ou devoir porter les problèmes à la place des autres, ce qui leur vaut ce sentiment de lourdeur ou de ralentissement de mouvement. Elles peuvent alors devenir irritables, voire irascibles, car les réflexes d'autodéfense de l'esprit se mettent en marche, et cela est tout à fait compréhensible après tout. Mais même leur système hormonal finira par en être impacté, par la perte progressive du corps de sa capacité à se réguler. Et c'est le retour des maladies inflammatoires à répétition, de la fatigue qui rend agressif, agressivité qui dégrade le lien social dégradé qui engendre insatisfaction et insécurité, et ainsi de suite. Ces sentiments sont d'autant plus forts que l'acidose est importante. Évidemment, les troubles articulaires peuvent frapper chacun d'entre nous à un moment ou à un autre de notre vie, mais les tempéraments nerveux semblent y être particulièrement vulnérables. Ces derniers peuvent même aller jusqu'à cumuler chacun des troubles énoncés précédemment. Des moyens simples existent pour dépister une acidose, une prise de sang et une analyse d'urine. En effet, un pH sanguin normal se situe entre 7,38 et 7,42. Un taux en deçà de ce chiffre révèle donc une acidose. Un bon pH urinaire se situera autour de 6,8. Un taux inférieur à cela est le signe d'une acidose, et que les reins ne parviennent plus à éliminer les déchets cristalloïdes efficacement. Petite astuce pour déterminer vous-même si vous êtes potentiellement atteint d'acidose. Observez vos ongles. S'ils sont striés dans la longueur, alors vous êtes probablement en acidose. Seule une analyse le confirmera, mais en règle générale, plus les stries sont marquées, plus grande est l'acidose. Vous êtes particulièrement frileux ou frileuse. Ce peut être un signe d'une acidose également, tout comme la sensibilité dentaire au chaud et au froid. À présent, arrêtons-nous un instant sur ces fameux cristaux, l'autre facteur majeur d'usure articulaire.
Par cristaux, nous entendons déchets durs et ordinairement solubles dans les liquides physiologiques, évacués par les reins au travers des urines, de la peau, par la sueur, et des intestins, par le biais des selles. Ces déchets proviennent de la digestion d'aliments riches en protéines, tels que les œufs, les produits laitiers, les légumineuses, les céréales, les viandes et les poissons, mais aussi d'aliments acides ou comportant du sucre raffiné. Il a été constaté que les personnes particulièrement sujettes au stress, aux pensées négatives et ou aux frustrations répétées étaient davantage victimes de ce phénomène de surcharge cristalloïdale. De nombreuses douleurs trouvent leur source dans la présence de ces cristaux. La sciatique, la goutte, les cystites, les névrites, l'eczéma sec et les rhumatismes chroniques, pour ne parler que d'eux. Si ces déchets demeurent de petite taille, ils seront naturellement éliminés par la lymphe, après avoir subi une première lyse dans les ganglions, puis après avoir été éjectés dans le sang, avant d'atterrir dans cette fameuse lymphe qui finira le travail d'élimination. Mais si leur taille est trop importante, et provoque par exemple des troubles articulaires, cela indique un changement dans leur composition, le plus souvent non naturel. Ils seront alors susceptibles de contenir des résidus de médicaments, des pesticides, des perturbateurs endocriniens, des métaux lourds, et seront principalement stockés dans les cellules adipeuses. Voilà pourquoi les personnes en surpoids emmagasinent davantage de déchets métaboliques de grande taille et ont un foie plus fatigué, car c'est lui qui se charge de sécréter les enzymes responsables de la lyse de ces cristaux. Cela dit, il ne suffit pas d'être en surpoids pour expliquer la présence de ces résidus cristalloïdes de grande taille. Un sujet de corpulence normale, mais dont le foie a lui aussi été malmené par une alimentation de moindre qualité et une hygiène de vie globalement insatisfaisante, souffrira lui aussi de ce problème. Des solutions existent toutefois pour en venir à bout. À la lumière de ces informations, nous allons donc procéder en plusieurs étapes en se fixant des objectifs multiples. Tout d'abord, évacuer les acides et dissoudre progressivement les déchets cristalloïdes par l'utilisation de plantes, notamment sudoripares. Ensuite, reminéraliser peu à peu les articulations grâce aux vertus des plantes et de l'alimentation. Puis consommer davantage d'aliments alcalinisants pour contrer les effets de l'acidose et rétablir au fur et à mesure l'équilibre acido-basique de l'organisme. Il faudra par ailleurs contribuer à soulager inflammation et douleur avec l'aide des plantes et des huiles essentielles, et instaurer graduellement quelques nouvelles et bonnes habitudes d'hygiène de vie pour prolonger les bienfaits de cette cure et préserver le plus longtemps possible ses articulations. Si vous avez été attentif, vous avez remarqué que j'ai employé les termes progressivement, peu à peu, au fur et à mesure, etc. Pourquoi cela? Eh bien parce que procéder à une désacidification de l'organisme prend du temps, en général entre 4 mois et 2 ans, selon l'importance de l'acidose dont vous êtes victime. Il vous faudra procéder à des analyses médicales régulières pour surveiller l'évolution de cette acidose et son amélioration. Et une fois l'équilibre retrouvé, tentez d'appliquer ces quelques principes d'hygiène de vie que je vous exposerai plus loin, et ne pas retomber dans l'erreur d'une alimentation acidifiante, par exemple, sans quoi fatalement l'acidose tissulaire refera son apparition. Je vous conseille de faire des analyses tous les mois, ou tous les 2 mois, afin de surveiller très étroitement l'évolution de votre acidose. Commençons par parler de l'alimentation. Les aliments qu'il vous faudra privilégier désormais sont à visée alcalinisante, à effet inverse des acidifiants responsables de votre probable acidose. Ils sont intéressants pour de multiples raisons. Tout d'abord, pour leur richesse en minéraux, surtout silicium, calcium, phosphore, potassium, magnésium, vitamine C, D et E, et oligo-éléments. Puis pour leurs effets anti-inflammatoires et antidouleurs rhumatismales, mais aussi pour leur faculté à faciliter l'élimination de l'acide urique et autres dépôts cristallins. Les aliments alcalins contribuent également à rétablir l'équilibre acido-basique. Ils sont en général très riches en antioxydants, qui luttent contre les radicaux libres et le vieillissement tissulaire accéléré par l'acidose. Il ne s'agit pas de ne plus consommer que cela,
mais d'intégrer ces aliments progressivement dans vos menus. Vous avez toutefois la possibilité de réaliser ce que l'on nomme une diète alcaline, qui consiste à ne manger exclusivement que des aliments alcalins pendant 2 à 3 semaines. Toutefois, ce n'est pas une méthode que je recommande, dans la mesure où vous prenez le risque de vous priver d'acides aminés essentiels, acides aminés qui sont quant à eux présents dans les aliments acidifiants. Il faut savoir raison garder et faire preuve de juste mesure, en matière de santé tout particulièrement. Si votre santé est globalement bonne et votre poids normal, la composition idéale de votre assiette devrait être, comme je le détaillerai plus tard, composée de 2 tiers d'aliments alcalins et 1 tiers d'aliments acidifiants. Exactement l'inverse, en vérité, de ce qui constitue nos repas habituels. En termes de statistiques, on estime qu'à l'heure actuelle, la plupart d'entre nous mangent entre 60 et 80% d'aliments acidifiants, contre seulement 20 à 40% d'alcalins. La vie moderne fait donc que nous sommes tous, à des degrés différents, en acidose tissulaire. Parce qu'énumérer ici la longue liste des aliments alcalins serait pénible pour tout le monde, je vous laisse l'opportunité de le faire par vous-même. N'importe quel moteur de recherche vous fournira cela. Par contre, je vous indiquerai en description la liste des aliments à limiter pour parfaire votre remise en forme. Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, et compte tenu de votre probable carence en calcium, il convient de fortement limiter les laitages d'origine animale, à base de lait de vache, de brebis ou de chèvre, car le calcium qu'ils contiennent n'est pas vraiment assimilé par l'organisme. Sans compter qu'ils entretiennent le terrain inflammatoire et acidifient énormément. À la place, préférez les laitages végétaux, à base de lait d'amande, de noisettes, de riz, ou le calcium d'origine marine, en consommant des algues comestibles de type wakame, ascophile noueux, aonori, ogonori, laitue de mer, etc., ou tout autre produit de la mer. Des fruits secs ou bien encore les légumes verts feuillus de type épinard, roquettes, cressons, les légumes racines ou les brocolis. Choisissez des eaux minérales plutôt que des eaux de source pour assimiler encore davantage des minéraux essentiels qui vous manquent. J'ajoute que l'eau contribue à lubrifier les articulations par le biais du liquide synovial. Boire une eau correctement minéralisée et en quantité suffisante est donc plus indispensable que jamais. Voyons à présent plus en détail ce qu'il convient de diminuer en termes de fréquence et de quantité dans l'alimentation. Les céréales et glucides raffinés n'ont que peu de vitamines, minéraux, enzymes et oligoéléments à offrir du fait de leur transformation. Consommés à l'excès, ils sont source d'arthrite et de rhumatisme. Ils sont acidifiants. Consommez plutôt des aliments à indice glycémique bas ou moyen. Tous les aliments figurant dans la liste que je vous fournirai en description sont très acidifiants pour l'organisme. Il ne s'agit pas de les éradiquer définitivement de votre alimentation, mais d'en limiter la consommation, si ces aliments font partie intégrante de vos menus quotidiens. Cas particulier du citron, acide au goût, son pH devient basique une fois digéré, certes, mais pour une personne en acidose, dont l'organisme n'a temporairement plus la capacité de basifier ce qu'il digère, le citron sera donc déconseillé, car il contribuera bien malgré lui à augmenter l'acidose. Développons maintenant plus en détail chacune des 3 étapes majeures de votre programme de soins. Tout d'abord, comment se débarrasser des déchets cristalloïdaux. Il est important de procéder en 3 étapes et de ne pas tout mélanger. Cette première étape consiste à essayer de dissoudre petit à petit les déchets cristalloïdaux, puis de les drainer hors du corps par des diurétiques légers qui augmenteront le volume de vos urines et des sudorifiques qui utiliseront l'émonctoire de la peau pour exfiltrer ces toxines. Certes, vous pourriez être amené à transpirer un peu plus que d'ordinaire durant cette période, mais c'est un processus naturel tout à fait profitable et qu'il convient de ne surtout pas contrer avec des déodorants détranspirants. Tout se fera avec l'aide des plantes et sous forme de tisane. Le nombre de tisanes correctes à consommer chaque jour sera de 3, de préférence entre les repas. Vous ferez ensuite une pause avant de recommencer si nécessaire. Cela vous laissera le temps, par exemple, de procéder à quelques analyses médicales afin de surveiller la régression de votre acidose tissulaire. Pas d'inquiétude si au cours de votre détox vos urines deviennent plus foncées ou plus odorantes, c'est en réalité le signe que les toxines s'évacuent.
Je ne peux pas vous lister ici toutes les plantes à votre disposition pour cela. Elles figureront par contre dans le livre à venir, que vous pourrez vous procurer une fois que cette chaîne aura atteint un stade de développement suffisant. Pour cela, mettez un pouce en l'air sous la vidéo, partagez-la, et bien sûr, abonnez-vous pour faire grandir la chaîne. Toutefois, je vais quand même vous donner quelques exemples de compositions à réaliser vous-même, pour déjà vous permettre de vous soigner doucement. Par exemple, feuilles de frêne, feuilles d'ortie piquantes et aubier de tilleul, ou chien dent, racines de pissenlit et feuilles de sureau. Vous l'avez remarqué, il faut donc composer un mélange de 3 plantes, l'une attaquant directement les déchets cristalloïdaux, une autre qui se chargera de détoxifier vos reins et votre vessie en vous faisant éliminer plus facilement les déchets métaboliques, et une troisième à visée sudorifique pour que ces toxines s'évacuent aussi par les pores de la peau. Il faut mettre en place ce que nous nommons dans notre jargon une fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire pratiquer des pauses dans le traitement. 3 tisanes par jour pendant 15 jours, puis 2 semaines de pause. À nouveau 3 tisanes par jour pendant 15 jours, puis encore 2 semaines de pause. Et encore 3 tisanes par jour pendant 15 jours, et 2 semaines de pause. Cela couvrira une période de 12 semaines. De quoi bien attaquer les déchets cristalloïdes. Composez un mélange sec de vos plantes à raison de 50 grammes chacune. Au moment de faire votre tisane, vous prendrez une cuillère à soupe de ce mélange, que vous laisserez infuser une dizaine de minutes avant de filtrer, puis de boire. Au terme de cette dernière pause de 2 semaines, nous pourrons songer à entamer une reminéralisation de nos articulations. Je conseille toujours de le faire ensuite, et non avant ou pendant la phase 1, à cause du phénomène de drainage qu'elle implique. Un apport en minéraux au cours de ce processus serait inefficace, puisque le drainage entraînerait avec lui une partie des minéraux en question dans les urines. Par conséquent, dorénavant, nous n'allons plus utiliser les plantes précédentes, mais nous concentrer sur des plantes purement reminéralisantes, dans un mélange tout près de 50 grammes de plantes reminéralisantes. Ajoutez 25 grammes de plantes, réduisant la résorption calcique. Faites par exemple un mélange de 50 grammes de prêle des champs et avec 25 grammes de sauge, ou 50 grammes de poudre de bambou avec 25 grammes de gâtillier. Il convient de procéder de la même manière que pour la phase 1, c'est-à-dire 3 tisanes par jour pendant 15 jours, aucune pendant 2 semaines, et ainsi 3 fois de suite. 12 semaines au total de traitement à nouveau. Continuez de faire surveiller votre acidose pendant ce temps-là et de consommer des aliments alcalins et riches en minéraux. Voici maintenant un panel de plantes et de remèdes naturels en tout genre, contribuant à soulager la douleur et l'inflammation. Je les place en phase 3, car elles viendront en vérité servir d'intermédiaire entre 2 cures. Une cure comprenant la phase élimination cristalloïdale et reminéralisation. Je vous recommande ce type de cure 1 à 2 fois par an. Entre 2 cures, donc, si vous ressentez des douleurs au niveau de vos articulations et ne désirez pas sombrer dans la surconsommation de paracétamol ou d'ibuprofène, vous pourrez choisir parmi une liste de plantes avisées, à la fois antalgiques et anti-inflammatoires articulaires. Rien ne vous empêche de consommer ces tisanes pendant votre cure, mais franchement, tous ces mélanges de plantes selon moi sont fastidieux et pourraient occasionner quelques problèmes digestifs. Il convient donc de procéder par étapes, ce sera à la fois plus clair pour vous et plus profitable pour votre organisme. Attention toutefois aux contre-indications de certaines plantes, surtout si vous êtes allergique à l'aspirine, car elles peuvent contenir des dérivés salicylés, le saule blanc par exemple. De manière générale, supprimez de vos mélanges les anti-inflammatoires, si bien sûr vous y êtes allergique en temps normal. Renseignez-vous bien en fonction de vos antécédents médicaux sur chacune d'entre elles avant de faire votre choix. Pour soulager vos douleurs, vous pouvez donc par exemple associer le gingembre et la verveine, le saule blanc et le curcuma, ou la pivoine avec le chardon béni. J'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas dans ce cas précis d'une cure, mais bien d'un usage ponctuel, uniquement en cas de besoin. Une autre technique consiste à effectuer tout aussi occasionnellement des cataplasmes, à appliquer localement, soit directement sur la zone douloureuse,
soit recouvert d'une compresse ou d'un bandage. 15 minutes de pause, rinçage obligatoire. Voici une liste d'ingrédients simples et naturels à utiliser en cataplasme sur vos zones douloureuses. Oignons frais. Graines de poivre noir broyées au mortier et réduites en pâte avec un peu d'eau tiède. Feuilles fraîches de consoude broyées au mortier. Graines de moutarde également broyées et réduites en pâte avec de l'eau tiède. Gingembre frais broyé et réduit en pâte avec de l'eau également. Poudre d'argile verte et eau tiède. Feuilles de lilas fraîches ou piment de Cayenne réduit en pâte avec de l'eau tiède. Les ingrédients naturels cités ici auront un effet chauffant plus ou moins marqué, car c'est surtout le chaud qui vous soulagera. À ne pas utiliser sur une peau préalablement lésée ou irritée. N'employez pas d'eau trop chaude au cours de vos mélanges, pour ne pas vous brûler. Et si toutefois la sensation était désagréable car trop intense, ou si votre peau devenait rouge vif, ou si encore vous déclenchiez une réaction allergique, cela peut arriver, ôtez le cataplasme immédiatement et rincez à l'eau froide. Vous utiliserez la prochaine fois une simple bouillotte ou une poche de gel chauffant, ou remplie de graines de lin, pour vous soulager, vendues en pharmacie. Massez-vous doucement, mais assez longuement. Parfois même un massage à sec peut vous faire du bien. À ce propos, sachez que l'huile camphrée en massage local est excellente. Demandez à votre pharmacien de vous la préparer, ou fabriquez-la vous-même à raison de 10 grammes de camphre naturel et 100 ml d'huile végétale d'amande douce, chauffée au bain-marie jusqu'à dissolution des cristaux de camphre ou laissez imprégner le camphre dans l'huile en agitant de temps à autre jusqu'à dissolution complète des cristaux. Effet chauffant analgésique et anti-inflammatoire garanti, soulageant les douleurs articulaires en tout genre. Petite astuce, massez-vous localement à l'endroit de la douleur, mais également à la base du petit orteil. Et maintenant, les huiles essentielles. Bien entendu, l'aromathérapie pourra vous être d'une grande aide au cours de votre cure. À la fois antalgique et anti-inflammatoire, et parfois chauffante, certaines huiles essentielles contribueront à procurer un soulagement certain de vos douleurs articulaires. Vous pourrez combiner l'emploi des tisanes et des massages aux huiles essentielles sans problème. Par contre, je ne recommande pas l'utilisation de cataplasme et de massage aux huiles dans la même journée, sous peine d'irriter votre peau. Alternez de temps à autre, ou bien alors n'utilisez que l'une ou l'autre de ces méthodes. Vous pouvez mélanger jusqu'à 2 huiles essentielles ensemble. En mettre davantage ne servirait à rien, voire même, encore une fois, pourrait devenir irritant. Je vous conseille de ne jamais les employer pures, mais plutôt mélanger à de l'huile végétale de millepertuis ou de moutarde, ou bien encore d'amandes douces ou de noyaux d'abricot, si vous n'êtes pas allergique aux fruits à coque. Attention, on ne dépasse jamais la concentration de 20% d'huiles essentielles dans sa préparation. Si vous employez 2 huiles essentielles, divisez la quantité pour chacune par 2, par exemple 10% de Golteri et 10% d'eucalyptus citronné dans 80% d'huile végétale, ou 20% de clous de girofle. Comme à chaque fois, je vous recommande de surtout bien vous renseigner au préalable sur les éventuels effets secondaires des huiles que vous choisirez d'utiliser. À présent, parlons des compléments alimentaires qui vous aideront à parfaire votre traitement naturel. Vous êtes libre de passer outre ou bien d'en choisir un. Je n'en recommande pas davantage, l'essentiel du processus étant fait par vos choix alimentaires et l'usage des plantes citées auparavant. Il n'est pas nécessaire et même peu conseillé d'en consommer plusieurs, dans la mesure où vous ne pourrez aller plus vite que la musique en obligeant votre corps à travailler double. Il procédera à son rythme, quoi qu'il arrive. Sans compter que trop d'automédication peut avoir des effets délétères sur l'organisme et particulièrement sur la digestion. C'est pour cela que si vous optez pour un supplément de ce genre, un seul devrait suffire. Citons par exemple le collagène, qui enrichira la structure des cartilages, pour information en grande partie composée de cette substance. Le silicium aide à fixer le calcium, retarde le vieillissement tissulaire et stimule l'organisme pour une meilleure régénération des os, du cartilage, des dents, des ongles, des cheveux, du système veineux. Le cuivre ou le zinc en granion protège le corps du stress oxydatif, le vieillissement cellulaire, aide au maintien de tissus conjonctifs normaux et harmonise l'équilibre acido-basique.
La méthionine réduit l'inflammation, est analgésique, stimule la production de tissus cartilagineux en association avec l'arginine, pour la formation de collagène et la croissance des ostéoblastes, cellules osseuses. Comme de coutume, demandez à votre pharmacien si ces suppléments n'entrent pas en contre-indication avec vos traitements actuels ou vos antécédents médicaux. La gémothérapie. Là encore, vous êtes libre de prendre connaissance de cette liste de compléments ou bien de passer outre. Quoi qu'il arrive, ne cumulez ni plusieurs types de supplémentation, ni plusieurs souches de gémothérapie. Cela ne fonctionnera pas au-delà de ce que votre corps est capable de faire par lui-même. Si vous optez pour cette méthode, prenez-en pendant 21 jours, entre 5 et 15 gouttes dans un verre d'eau et 3 fois par jour. Je vous cite par exemple la vigne vierge, anti-inflammatoire ligamentaire, particulièrement efficace sur les articulations des mains. Le cassis, anti-inflammatoire général, protège et régénère le cartilage, aide à la souplesse des tendons et des ligaments. Riche en propolis de surcroît, bon pour le système immunitaire dans sa lutte contre les radicaux libres. Le bouleau verruqueux ou blanc reminéralise le tissu osseux, anti-inflammatoire, draine le rein. Conseillé pour les rhumatismes chroniques et dégénératifs. La florathérapie, par contre, peut se prendre en plus d'une autre supplémentation, dans la mesure où son champ d'action se focalise davantage sur le psychisme. Elle pourra éventuellement vous aider à maintenir le cap et vous sentir mieux mentalement. Je vous fournirai les 2 types de posologie possibles en description. Citons par exemple l'orme, aussi nommé Helm. Idéal si l'on est submergé par les responsabilités, le sentiment de ne pas être à la hauteur, découragé et épuisé, avec l'impression d'avoir trop de choses à gérer, ou si l'on doute de ses propres capacités. Le mélèze ou l'arche aide à lutter contre le manque de confiance en soi, le complexe d'infériorité progressif dû à sa faiblesse physique, une grande timidité, des hésitations récurrentes. Si vous vous placez souvent en retrait ou doutez de vos propres valeurs. Le saule, ou willow, est indiqué en cas d'amertume, d'irritabilité. On s'apitoie sur soi, on boude, on se sent victime du destin ou de frustration menant à la jalousie, à la méchanceté, pour les grands susceptibles. Voici à présent quelques conseils généraux pour bien faire. N'oubliez pas de consulter régulièrement votre médecin afin de surveiller votre taux d'acidose et procéder à des analyses sanguines et urinaires fréquentes. Vérifiez avec lui si vos traitements médicaux actuels ne seraient pas aussi à l'origine de votre acidose, et s'il existe une alternative influençant dans le bon sens votre équilibre acido-basique. Vous pourriez par ailleurs procéder avec son aide à des analyses hormonales, car d'éventuelles déficiences à ce niveau génèrent aussi de l'acidose. Assurez-vous sous son égide qu'il n'y a chez vous ni dysbiose ni candidose, ou mentionnez-lui la présence de ballonnements et gaz, car tous sont également source d'acidité. Toute incommodité au niveau du ventre est révélatrice de ce phénomène. Vous pouvez néanmoins tester par vous-même de temps à autre le pH de vos urines avec des bandelettes urinaires, pH normal entre 6 et 8. En dessous, c'est l'acidose. Un kinésithérapeute, un kinésiologue ou un ostéopathe pourront vous apprendre à vous redresser et améliorer votre posture afin de limiter l'apparition de douleurs. L'acupuncture et la massothérapie sont une aide intéressante dans le soulagement des douleurs également. Le recours à la réflexologie plantaire aide à détruire les dépôts d'acide urique qui bloquent les articulations et provoquent douleurs et inflammations. Sophrologie, reiki, yoga, exercices respiratoires vous aideront à mieux canaliser vos énergies et lutter contre le stress. L'exercice physique est essentiel car il préserve la mobilité des articulations, maintient la masse musculaire et active la circulation sanguine. Il libère des endorphines, hormones qui soulagent les douleurs et procurent du bien-être. Une activité physique régulière est donc fortement recommandée dans votre cas. En effet, s'il faut savoir se reposer, il est important de comprendre que l'organisme dans son ensemble a besoin de se mouvoir tous les jours pour rester en forme, fortifier les os, entretenir l'élasticité des tendons et des ligaments, faire circuler le sang et la lymphe afin d'éviter les ankyloses et les dépôts cristallins. L'efficacité de cette pratique de votre choix tiendra au fait qu'elle soit d'intensité modérée. Si vous êtes un grand sportif ou une grande sportive,
et si vous souffrez de troubles articulaires, alors il vous faut savoir ceci. Tout sport intensif ou violent, même de courte durée, est acidifiant pour l'organisme. Voilà en partie pourquoi les naturopathes et les médecins voient autant de sportifs venir les consulter, parfois encore jeunes, pour des problèmes articulaires, à plus forte raison s'il y a eu par le passé blessures, entorses, fractures. Car le corps a une mémoire, qui se rappelle à vous si vous-même avez tendance à trop solliciter ce qui a été un jour endommagé. Par conséquent, diminuer sensiblement l'intensité ou la fréquence de vos séances vous évitera de nuire à l'équilibre acido-basique fragile de votre organisme. En règle générale, il est bon de répartir repos et activité de façon égale. En matière d'activité physique douce mais efficace, citons le pilate, le stretching, le hatha yoga, le yoga flow, le kundalini yoga. Si tout ceci n'est pas votre truc, 2 activités simples et très agréables pourront vous mettre sur la voie du mieux-être. Les balades en pleine nature et le jardinage. J'y reviendrai par la suite dans le chapitre sur la chromothérapie, mais retenez que ce qui compte ici est le fait d'être dehors, en contact avec la terre. Voici un conseil qui vous paraîtra peut-être original, mais qui mérite grandement que l'on s'y intéresse. Je vais vous parler de chromothérapie, ou soin par la couleur. En l'occurrence, ici, la couleur rouge. Le rouge est la couleur du chakra racine, considéré comme primordial et situé à la base de la colonne vertébrale, entre l'appareil génital et l'anus. C'est le centre originel de notre énergie vitale, le support vibratoire de tout notre organisme. Il incarne notre puissance vitale, celle de notre énergie motrice. S'il est fragilisé, alors elle aussi. C'est en effet la source de notre instinct de survie, cet élan qui nous pousse à nous accrocher, coûte que coûte, et, pour cela, il faut remonter au temps où nous devions lutter contre les prédateurs, à nous mouvoir avec rapidité et efficacité pour échapper aux dangers. Aujourd'hui, nous parlerons davantage de situations contraignantes. Au sens large, nous dirons qu'il est un puissant stimulant des énergies vitales nécessaires aux performances physiques, que ce soit sportives ou tout simplement du quotidien. Le chakra racine concentre et génère la force de vie qui nous imprègne. Il est lié à la volonté d'accomplir, de faire, la détermination en toute chose, mais aussi l'instinct de conservation de son être et les réflexes élémentaires. Il se rattache fortement à la terre, car c'est dans la terre qu'il puise sa force. On parle de capacité d'enracinement lorsque l'on évoque les effets de ce centre énergétique. Un chakra racine déséquilibré diminue notre joie de vivre et notre sensation d'être à la hauteur de ce que l'on accomplit. Cela peut nous rendre agressifs, nous pousser à ruminer nos pensées négatives, être trop matérialistes, vouloir absolument posséder et imposer notre volonté, coûte que coûte. Nous pouvons devenir jaloux à l'excès ou à l'inverse complètement nous désintéresser de la sexualité, être égoïstes, et, parce qu'il y a déconnexion avec la Terre, son élément, nous sentir comme déconnectés de nous-mêmes, comme absents ou étrangers. Ainsi, à l'image d'un esprit hors de son corps, nous pouvons avoir le sentiment de devoir fournir énormément d'efforts pour animer cette lourde marionnette qui nous sert de corps. Sans la force de ce chakra, notre esprit et notre corps deviennent froids. Tout manque de fluidité, tout paraît corrodé. Voilà pourquoi le rouge est la couleur qui le représente. Dotée d'un fort pouvoir de pénétration, la couleur rouge réchauffe. Or, vous l'avez sûrement déjà constaté, c'est bien le chaud qui soulage vos douleurs. Le rouge est synonyme de vitalité, de dynamisme, de vigueur, d'efficacité, d'affirmation de sa volonté et d'audace. Le rouge qui lui est associé est la couleur du sang qui circule et irrigue chacun de nos organes, leur apportant nutriments vitaux et oxygène. Cette couleur vous portera et vous aidera à aller plus loin, dans tous les sens du terme, car elle a une action sur le psychisme en boostant le courage, le désir, l'amour, la détermination et l'enthousiasme. Ce rayonnement a des propriétés curatives très intéressantes, dans la mesure où il réchauffe autant qu'il vivifie et irradie tout le corps, c'est-à-dire qu'il procure un grand regain d'énergie essentielle à chacun de nos organes, de nos membres, de nos tissus. Attention toutefois à ne pas en abuser, car à l'inverse, cette couleur pourrait provoquer chez vous des irrépressibles poussées de colère, voire de la rage, de l'irritabilité ou de la violence,
ou pourrait vous pousser à devenir tyrannique avec votre entourage. De même, si vous êtes plutôt quelqu'un de sanguin, avec un tempérament colérique et emporté, ou si vous êtes ou avez déjà été soigné pour des troubles mentaux, même légers, alors le rouge ne vous est pas vraiment recommandé. Même chose si vous êtes hypertendu ou hyperactif. Cette couleur pourrait vous valoir des maux de tête ou des nausées. Sachant cela, comment profiter des bienfaits de cette couleur à la maison et réactiver son chakra racine? Dans la pratique, si vous n'avez pas l'occasion de consulter un naturopathe en cabinet équipé de dispositifs de chromothérapie, vous avez toutefois la possibilité d'agir. Vous allez voir, c'est très simple, cela paraît n'être rien, et pourtant cela est très efficace. Par exemple, essayez de porter des vêtements rouges. Si vous aimez cela, au moins 2 fois par semaine. Chaussettes, chaussures, cela marche aussi. Pour les femmes, misez en plus sur le vernis rouge, le rouge à lèvres carmin, les bijoux de cette couleur. Changez vos fonds d'écran et écrans de veille par des images à dominante rouge. Prenez le temps d'observer et d'admirer des œuvres d'art de cette couleur. Au bureau, rangez vos dossiers dans des pochettes rouges, etc. Dans l'assiette, misez aussi sur les fruits rouges, les poivrons. Mangez en pleine conscience, c'est encore mieux. Essayez de ressentir l'énergie des aliments que vous ingérez. À la maison, ajoutez quelques notes de rouge par-ci par-là. Des coussins, des draps de temps en temps, des décorations murales, des objets divers. Évitez toutefois de repeindre vos murs dans cette couleur, au risque que cela devienne trop entêtant et excitant nerveusement. Pour les amateurs de gadgets, je recommande quelque chose à la fois de très ludique et de très efficace. Les pommeaux de douche à LED. Ils vous offrent la possibilité de fournir un rayonnement lumineux coloré au jet d'eau et ainsi donnent l'illusion au cerveau de s'inonder de cette couleur. Réglez la teinte sur le rouge. Insistez un peu plus longtemps sur le dessus des pieds, car ce sont eux qui sont en contact avec la terre, et c'est à partir d'eux que remonte en nous l'énergie de la terre, qui est reliée au chakra racine, je le rappelle. Vous pouvez aussi, à partir de plateformes diverses, écouter de temps à autre de la musique thérapeutique, tout particulièrement celle s'appuyant sur la note Do, qui résonne en profondeur avec l'énergie du chakra racine. Pour les adeptes de la lithothérapie, portez régulièrement sur vous des pierres teintées de rouge. Jaspe rouge, agate, corail rouge, grenat, rubis, cornaline, rhodonite, opale rouge, œil de taureau, hématite, jade rouge. Dans la journée, prenez votre pierre, manipulez-la en vous concentrant sur sa couleur, et au courant énergétique qu'elle fait courir dans votre main tout d'abord, puis dans le reste du corps ensuite. S'exposer au soleil de façon raisonnable a été recommandé pour synthétiser de la vitamine D, qui contribue à fixer le calcium sur les os. Détente, repos et sommeil sont indispensables et indissociables. N'en faites pas trop dans la journée, sans pour autant devenir oisif, bien sûr. Et reposez-vous suffisamment, en dormant 8 à 10 heures par nuit. Apprendre à gérer votre stress est impératif. Faites-vous aider si nécessaire. S'accorder du repos, des vacances, des distractions et des loisirs, se relaxer et pratiquer la cohérence cardiaque par exemple, vous aideront à déconnecter et accorderont un regain d'énergie salutaire à votre organisme. Dans le but de stimuler votre chakra racine, si vous aimez cela, faites aussi brûler de l'encens Muladhara de temps à autre. En olfaction, il existe des huiles essentielles qui vont ouvrir encore davantage le chakra racine. Absolu de jasmin, Gaultérie odorante, mandarine, muscade, bergamote, cannelle de Ceylan écorce, gingembre, cèdre de l'Atlas, patchouli. Surtout renseignez-vous bien sur leurs contre-indications relatives pour éviter tout effet secondaire. En centre ayurvédique, essayez la marmathérapie, très efficace pour lutter contre les douleurs articulaires. On peut aussi éliminer les surcharges cristalloïdales par les pores de la peau, en allant au sauna, au hammam ou en prenant un bain chaud régulièrement. En médecine holistique, nous considérons qu'agir sur le plan physique, que ce soit sur le plan préventif comme curatif, est insuffisant. Beaucoup de choses, pour ne pas dire tout, part du mental. Soigner les symptômes d'un trouble sans se préoccuper des blocages de l'esprit n'est que faire la moitié du travail, ce qui aura, et cela va de soi, des résultats insatisfaisants. Si vous tenez à effectuer vos soins dans leur intégralité, alors il sera bon pour vous de prendre soin de votre être profond. Se lancer de petits challenges au quotidien,
corriger de mauvaises habitudes, inverser les schémas de pensée négatives, tout ceci est à votre portée avec des mesures simples. Pour commencer, prenez l'habitude de vous écouter davantage, et prenez si besoin du recul avec un entourage qui vous noie sous ses problèmes. Vous n'êtes effectivement pas obligé de dire oui à tout, tout le temps. Rappelez-vous que vous êtes libre, fort, indépendant, et seul capable de prendre vos propres décisions. Ne mettez pas toujours les autres et leurs besoins avant les vôtres, sinon votre chakra racine et votre corps en pâtiront. Restez connecté quoi qu'il arrive à ce qui fait de vous ce que vous êtes. Apprenez à vous aimer tel que la nature vous a fait, et ne jugez plus vos envies et besoins comme superflus ou sans valeur. Vous êtes là, vous existez. Prouvez-le. Acceptez de prendre du temps pour vous, pour faire ce qui vous plaît et vous fait du bien, quand bien même cela incommoderait les autres. Cela renforcera votre mental et gonflera votre énergie vitale à bloc. Exprimez-vous de la façon la plus naturelle qui soit pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie et de votre corps, en bougeant, en créant de vos mains. Beaucoup de thérapeutes conseillent de chanter, tout simplement. Choisissez un air qui vous touche particulièrement, et chantez. Chantez avec vos tripes, aussi souvent que vous le pouvez, et observez comment cette simple chose vous fait tant de bien. Si le stress est votre ennemi, faites quelques rectifications pour que votre vie soit la plus paisible et organisée possible. Essayez d'identifier, en vous aidant d'un papier et d'un crayon s'il le faut, toutes les situations qui vous paralysent et vous empêchent d'avancer. Mettez cela dans une colonne, et dans une autre colonne, trouvez ce qu'il conviendrait de faire pour ne plus vivre et ressentir cela. Chaque semaine, à partir de ce tableau, lancez-vous un petit défi. Notez-le dans un petit carnet. Et chaque fin de semaine, relisez votre challenge et écrivez si oui ou non vous êtes parvenu à le réaliser, ou s'il vous faut encore travailler dessus. Vous verrez avec l'expérience que cela n'a rien de difficile, et que c'est franchement salutaire. Souvenez-vous de ce que nous disions auparavant au sujet du chakra racine, et de son lien avec la Terre. Un grand bien sera fait au niveau de votre mental, et par conséquent par la suite de votre physique, si vous renouez physiquement un lien avec la Terre, et par extension avec votre chakra racine. Jardinez, même sur un balcon, faites quelques exercices d'étirement dehors, pieds nus dans l'herbe, ou marchez pieds nus chez vous. Ressentez la Terre et son énergie qui vous parcourt. Prenez quelques heures le week-end pour vous promener à l'extérieur, dans un coin de nature, et si le cœur vous en dit, procédez à une séance de méditation par la même occasion. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de votre programme de soins. Ce protocole est un exemple complet de ceux que les naturopathes vous préconisent, lorsqu'il s'agit de soulager les douleurs articulaires. J'ai chapitré chacun des points importants, pour vous permettre de revenir dessus afin de bien vous imprégner de ces paroles. N'hésitez pas à les revisionner au besoin. Vous voyez qu'il ne suffit pas d'appliquer une crème ou prendre un médicament pour améliorer son état. Il faut se prendre en main en intégralité. Soigner son corps, bien sûr, mais aussi son mental. C'est très important. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de bichonner les deux. Soignez-vous bien, holistiquement. Et à très bientôt.